Bonjour, bienvenue à smartcities.tv. Alors aujourd'hui, nous réunissons La Poste et ERDF. Quoi de commun entre vous? En fait, la gestion d'un parc automobile parmi les plus importants et aussi la volonté de trouver des solutions pérennes, comme on va le voir, pour une flotte de véhicules électriques. Alors je reçois Christelle Chabrodier, vous êtes responsable des relations institutionnelles à la direction des responsabilités sociales et environnementales du groupe La Poste, mais vous êtes surtout chargé de tout ce qui est véhicules électriques. Et puis aussi Bruno Dobrowski, vous êtes responsable des projets véhicules électriques chez ERDF. Donc vous êtes quand même deux grosses sociétés utilisatrices de véhicules. D'ailleurs, en termes de flotte de véhicules, ça représente quoi chacun? Vous représentez combien? Combien de divisions, combien de véhicules? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, le nombre de véhicules électriques au sein du groupe La Poste, ça s'inscrit dans une flotte globale. Notre flotte est d'environ à peu près 50 000 véhicules. Nous avons à la fois du vélo, du scooter, du 4 roues, du véhicule utilitaire léger. Et notre gamme de véhicules va donc du vélo jusqu'au TGV, si on parle. Les 50 000, vous mettez tout ça là-dedans? Alors, les 50 000, c'est les véhicules utilitaires légers. D'accord. Voilà, tout à fait. En électrique, nous avons un parc de 10 000 vélos assistance électrique, de 210 quads, donc les quadricycles, 4 roues. Nous avons aujourd'hui à peu près 1800 véhicules utilitaires légers électriques, 250 dont on a fait l'acquisition en 2010 et 1600 que nous obtenons aujourd'hui d'ici la fin 2012. Avec l'objectif d'atteindre... Quand on parle de 1800, c'est vraiment le véhicule que l'on voit, 4 roues, tout à fait, etc. Tout à fait. Okay. Et donc notre objectif, c'est d'atteindre les 10 000 véhicules électriques à l'horizon 2015. Nous nous sommes engagés en ce sens. D'accord, donc 10 000 véhicules en 2015, 50 000 aujourd'hui en équivalence. Côté ERDF? Alors ERDF, comme vous le savez, c'est la filiale du groupe EDF qui travaille sur la partie distribution, la partie que vous voyez, les petits véhicules bleus qui se déplacent chez vous. Nous avons, nous, un parc de l'ordre de 25 000 véhicules. Ces 25 000 véhicules comprennent, comme l'a décrit Christelle, une gamme assez large qui va des nacelles que vous voyez pour monter au réseau jusqu'à des véhicules utilitaires ou des véhicules de société. La partie électrique sur ces 25 000 véhicules est aujourd'hui encore assez limitée. On a à peu près 300 véhicules, une centaine sur l'ancienne génération et 200 qui sont en cours d'acquisition en 2012, avec un objectif pour ERDF de 1500 à 2000 véhicules électriques d'ici 2015. Donc si je comprends bien, 10 000 plus 2000, ça nous fait 12 000 véhicules électriques. Alors si je me réfère à la dernière étude du BIP, ils annoncent que 5% des véhicules sont électriques en 2020. Ça veut dire que c'est vous qui tirez le marché. Je ne sais pas si on tire le marché, mais en tout cas, on fait en sorte, par le biais du groupement d'achat UGAP auquel nous participons, de participer, je dirais, à ce mouvement pour créer un marché, faire en sorte que ça démarre, étant entendu que le marché semble mature aujourd'hui. Donc on s'y engage, la preuve par l'exemple, si je puis dire. Et est-ce qu'on a des retours quand vous annoncez 10 000 véhicules électriques? Comment vous avez calculé le TCO, comment vous avez calculé cette durée de vie par rapport à un véhicule diesel ou essence? Quelles sont les réponses? Vous avez des réponses là-dessus? Oui, tout à fait. Juste avant, je souhaiterais compléter et donner le point de vue de La Poste concernant l'émergence du marché. En effet, c'est un marché émergent, le marché du véhicule électrique. Et nous avons fortement contribué justement à cette émergence en diagnostiquant comment ce marché pouvait émerger. Et ce marché, on a diagnostiqué qu'il pouvait émerger à travers l'autopartage, dont on voit maintenant une réalisation avec Autolib, et également les flottes d'entreprises. Donc La Poste, historiquement, s'intéresse aux véhicules électriques. Depuis 1904, nous avons fait l'expérience du véhicule électrique. Nous avions à l'époque l'intégralité de notre flotte en véhicules électriques, 12 véhicules, mais quand même. Dans les années 90, nous avions 650 véhicules électriques, et nous avons pu avoir déjà à cette époque un bon retour d'expérience. Tout ça pour illustrer de façon un peu anecdotique le fait que l'histoire du véhicule électrique et de La Poste, c'est une histoire assez longue. Ancienne, 1904, ancienne, oui, voilà, c'est assez ancien. Ça fait un siècle. Mais ça se concrétise dans le présent avec une initiative qui a été portée par La Poste et par l'UGAP au travers du groupement de commandes, où notre président Jean-Paul Bailly a été missionné par
par le gouvernement pour stimuler l'émergence de cette filière industrielle du véhicule électrique. Oui, c'était un peu le sujet. Voilà, c'est ça. Les États généraux de l'automobile en 2009, c'était un peu ce sujet de l'œuf et de la poule. On disait, bon, il y a quelques clients qui manifestent une demande un peu éclatée. Il y a une offre qui est assez atomisée. Comment faire pour que les deux se rencontrent et qu'un marché puisse émerger? Et c'est ainsi qu'il y a une démarche très originale menée par la Poste avec un ensemble de grandes entreprises françaises, privées, publiques, mais aussi des collectivités locales, dont ERDF faisait partie. Et donc cette initiative qui est partie au départ de l'idée d'un cahier des charges commun sur une analyse de nos usages, de nos besoins. On s'est dit, bon, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des constructeurs automobiles, la technologie, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'usage, c'est le besoin, de quoi avons-nous besoin. Et donc ensemble, on a déterminé un cahier des charges fonctionnel, on a déterminé nos besoins et on a pu l'exprimer. Et ça s'est traduit dans un premier temps par ce cahier des charges et dans un second temps par la création d'un groupement de commandes qui a abouti en octobre 2011 à l'engagement ferme de la Poste pour 10 000 véhicules à l'horizon 2015. Et ça représente un total d'à peu près 20 000 véhicules, ce qui est une première mondiale sur le créneau des véhicules électriques. Mais ça ne répond pas à ma question première. Mais alors voilà, et alors je reviens pour répondre à votre question, mais j'avais besoin de ce détour pour vous expliquer ce TCO. En effet, tout le sujet tourne autour de cette question de TCO, Total Cost of Ownership, coût global de possession, parce qu'en effet, quand on entre dans le sujet du véhicule électrique, très vite, on compare en fait un véhicule thermique, le véhicule classique que l'on connaît, avec un véhicule électrique qui a une motorisation différente, certes, mais c'est tout un univers différent. Et donc, il faut raisonner dans cet univers différent et appréhender une comparaison de ces deux univers. Et il faut pour ça partir sur des hypothèses de calcul du coût global de possession du véhicule thermique et du coût global de possession du véhicule électrique de façon à ce que ce soit comparable. Je m'explique. Lorsqu'on achète un véhicule thermique, on achète un véhicule et tout au long de la vie et de l'utilisation de ce véhicule, on va faire régulièrement le plein, faire la révision, changer des pièces, etc. Et ça va représenter un coût global sur la vie du véhicule d'un montant donné. Pour le véhicule électrique, la problématique est tout à fait différente. C'est-à-dire que quand on achète le véhicule et sa batterie. C'est-à-dire qu'on achète toute la durée de vie de carburant, en fait. Donc si on raisonne de façon simple, sans prendre en compte cette dimension-là, on ne peut pas faire de comparaison. Donc il y a à la fois cet aspect, on achète le carburant en même temps que le véhicule, mais aussi ce moteur étant différent, on a aussi, et la conception du véhicule étant différente, on a une incidence aussi au niveau de la maintenance, au niveau des pièces détachées, et il y a plein de paramètres qui doivent être pris en compte dans l'aspect financier. Et donc, pourquoi j'ai fait le préalable par le groupement de commandes, c'est que les 20 acteurs acquéreurs de véhicules électriques qui se sont retrouvés autour de la table pour fixer le cahier des charges et fixer les modalités d'achat dans le cadre du groupement sont tombés d'accord sur un TCO partagé et commun, qui a été aussi accepté et partagé par les constructeurs qui ont répondu à l'appel d'offres. Ça veut dire qu'une batterie qui va durer 4 ou 5 ans, ils ont intégré de la remplacer. Donc, alors, des fois, il y a des prix de batterie aujourd'hui qui sont pratiquement le prix du véhicule neuf. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'était pour vous expliquer le contexte et pour vous dire qu'il s'agit là d'un consensus qui a été acté et qui a conduit à un engagement de nos grandes institutions. Ça veut dire que vous arrivez au bout de 5-10 ans à avoir le même TCO sur un véhicule classique qu'un véhicule électrique? Ça vous revient au même prix? Alors voilà, ils sont tous engagés pour arriver? Tout à fait. C'était une des hypothèses de départ, c'est-à-dire qu'on n'achète pas si on n'a pas un TCO équivalent. C'était clair et net. Voilà, c'était incontournable. Et vous êtes arrivé à vos fins? On est arrivé à nos fins. D'accord. La réussite justement de ce déploiement, c'est quoi? Ça passe par quoi? Les problèmes de recharge? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Dans le déploiement, c'est-à-dire? Dans le déploiement de ces véhicules électriques dont on nous parle de plus en plus. Alors, ce qui vous gêne le plus? C'est la durée de la batterie? C'est le problème de recharge? C'est quoi? Quels sont les problèmes les plus importants? Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien dans son rôle. Et pour ce qui nous concerne, nous, la Poste, en tant qu'utilisateur, on est dans notre rôle d'utilisateur. C'est-à-dire que les questions de durée de vie de batterie, etc., on a fait en sorte que ce ne soit pas notre problématique à nous. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on ait une solution qui fonctionne. Et donc, dans le choix que l'on a fait de l'acquisition, pour ce qui nous concerne, de la Kangoo Z2, le fournisseur nous garantit
par son système de location de batteries, des batteries toujours disponibles et en état de fonctionnement. C'est contractuel. Ok, alors on va passer à ce qui nous rassemble un petit peu, c'est ce projet InfiniDrive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? D'ailleurs, au début, qui pilote? Comment ça se passe? Qui pilote? Je ne sais pas, ERDF, il est aussi quelque part juge des parties. Hein, vous utilisez, mais d'un autre côté, vous vendez indirectement, vous vendez de l'électricité. Qui pilote ce projet-là? Comment ça se passe? Alors, ERDF, c'est la filiale de distribution, elle ne vend pas d'énergie. ERDF, c'est ce qui reste d'EDF en situation de monopole pour pouvoir permettre l'acheminement de l'électricité entre deux points. Donc, nous n'avons pas d'intérêt direct, je dirais, à la vente de l'énergie. Par contre, le problème du véhicule électrique, c'est que si on n'y prend pas garde, c'est un véhicule qui peut tirer sur le réseau des puissances importantes. Donc c'est sur ce sujet que nous essayons de travailler. Et le projet InfiniDrive que vous avez évoqué, qui est un projet qui est monté avec des partenaires industriels La Poste, avec des start-up du monde industriel que je peux citer, et des universitaires, cherchent à proposer à la fin de l'année 2013 un livre vert qui fera le pendant du livre vert qui a été proposé par Louis Nègre sur le parc public. Et là, il s'agit du parc d'entreprise, de façon à ce qu'on ait une réponse qui tient, je crois, beaucoup aux problématiques de normalisation. Il faut qu'on arrive à rendre ce qu'on appelle dans notre jargon interopérable, c'est-à-dire que n'importe quel type de véhicule puisse se charger sur n'importe quelle borne, n'importe où, de façon à ce qu'on développe le véhicule électrique et l'accès donc à la recharge notamment. D'accord, alors qui pilote? Alors le pilotage, nous sommes dans tous les projets qui sont en partenariat, je dirais, avec l'ADEME, on désigne un coordonnateur, c'est une filiale de La Poste, Greenovia, qui a été désignée pour ce faire et qui nous réunit, nous coordonne pour que ce projet trouve son chemin et son point de sortie, et je crois que c'est bien engagé. Alors justement, j'ai regardé qui participait à ce consortium, on parlait de laboratoires de recherche, on y reviendra, mais j'ai noté la présence d'aucun fournisseur. C'est quelque chose qui est voulu, pas d'ABB, pas de Schneider, pas de Siemens, qui sont quand même des gros dans ce secteur-là. Oui, c'est voulu? Tout à fait. En effet, pourquoi InfiniDrive? InfiniDrive s'inscrit dans une logique de mise en place de l'écosystème du véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on fait le pari, ERDF et La Poste, d'acquérir des véhicules électriques. Il ne s'agit pas simplement de faire le chèque et d'avoir la livraison du véhicule. Il faut que le système complet fonctionne. Et donc, pour qu'on ait cette garantie de fonctionnement de système, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, que de faire en sorte de mettre en place toutes les bonnes pierres pour construire le bon édifice. Et donc, ce que l'on a souhaité, toujours sous l'angle de l'usage, c'est de se dire, il faut mettre autour de la table, et on a commencé en travaillant, en négociant avec ERDF, il faut travailler avec des acteurs pour trouver une solution qui soit pragmatique, évolutive et interopérable. Et donc, pour garantir cet aspect-là, il est important de travailler dans un souci d'intérêt général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'équipe d'un certain type de véhicule, demain, on va s'équiper d'un autre type de véhicule en fonction de l'évolution de la technologie, et il faut que les solutions, dans leur évolution, puissent être interopérables et adaptées à nos usages. Et donc, d'où cette nécessité d'avoir quelque chose d'organisé de façon à ce que ce soit le plus ouvert possible et que ce ne soit pas une logique de constructeur. Vous voulez rester indépendant? Exactement, l'indépendance, tout à fait. Alors il y a une question, je me dis, est-ce qu'il y a une politique industrielle qui est prévue derrière? Est-ce qu'il y a une filière française qui va profiter de ces développements? Qui va gagner là-dessus? On espère que ce sera la promotion du véhicule électrique. Nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est justement, comme vient de le dire Christelle, à ce qu'on puisse utiliser ces véhicules de manière universelle. ERDF a une mission de service public, c'est de devoir raccorder tous les demandeurs, d'une manière générale, particulièrement ceux qui voudront placer des bornes, pour faire en sorte que partout en France, on puisse recharger son véhicule dans des conditions satisfaisantes. Voilà. Donc, le marché est en train de mûrir. On voit que les primes ont été augmentées par l'État de façon à accroître, je dirais, l'attraction du véhicule électrique. Par ailleurs, un certain nombre de constructeurs proposent presque tous des véhicules maintenant qui soient hybrides ou purement électriques. Et donc, on sent que c'est le moment de participer et de mettre en place tout ce qui va bien pour que, comme le disait Christelle, on arrive à préserver l'intérêt général en faisant en sorte que ce soit le raccordement ou que ce soit ensuite l'électricité qui est mise à disposition, ça se fasse à des coûts qui soient tout à fait accessibles au public.
D'accord, mais vous regardez le côté industriel après de production de tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble d'Infini Drive? Justement, nous, on est comment tout ce savoir-faire que vous allez développer parte pas, soit pas exploité par l'étranger, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets d'ailleurs. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place ce livre vert. Ce livre vert, c'est un certain nombre de choix qui peuvent d'ailleurs être les prémices d'une normalisation derrière pour indiquer une forme d'architecture, pour indiquer une typologie de recherche qui nous paraît pertinente et faire en sorte que les offres qui seront développées par les filières industrielles collent à ce qu'on aura proposé. Bien. Donc évidemment, tout cela se fait en concertation et notre idée, c'est effectivement de promouvoir cette filière industrielle et qu'on puisse travailler avec des supports en France et en Europe qui fonctionnent et qui satisfassent le grand public et les flottes d'entreprises, puisqu'on est plutôt là sur ce segment. D'accord. Alors j'ai noté qu'il y avait 3 laboratoires de recherche qui travaillaient avec vous dans le consortium. C'est quoi qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui est le plus difficile techniquement à développer pour prendre des labos? Je pense que c'est sur la partie technique, je pense qu'il faut remettre l'implication des laboratoires de recherche dans notre projet dans sa globalité. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur l'ensemble d'une flotte, on travaille sur un réseau. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'impact d'une flotte à un point géographique donné sur le réseau. Et ce que l'on veut savoir, vous parliez tout à l'heure des chiffres du BIP, 5% du marché en 2020, à peu près 2 millions de véhicules. Ce que l'on veut savoir, c'est concrètement, si on branche 50 vélos à assistance électrique, plus 3 scooters, plus 10 véhicules électriques, quel est l'impact réseau? Et modéliser tout cela et voir comment, en faisant des calculs mathématiques, on peut voir quels sont les différents scénarios possibles. Et on veut travailler justement avec les laboratoires de recherche sur ces différents scénarios pour voir comment le réseau réagit, comment on peut optimiser la charge, parce que tout ça, bien entendu, c'est dans une optique d'optimisation. Parce qu'on entend parler des smart grids depuis Tout des à années. fait. On est au cœur des smart grids. Là, on est en train de travailler sur ce sujet-là, mais d'une façon... Mais ça veut dire que les réponses n'existent pas. On est en train de les créer. On a l'impression qu'elles existent depuis des années déjà, tellement de monde travaille là-dessus. Alors, si vous voulez, sur la problématique de la recharge, il existe plusieurs types de recharge, il existe plusieurs modes de recharge. Les uns concernent les problèmes de sécurité notamment, parce qu'ils sont importants, il faut qu'ils soient bien maîtrisés, parce que c'est, à mon avis, la première pierre à mettre. Et ensuite, la problématique, c'est de faire en sorte, comme ça a été dit, que c'est le moindre impact possible dans l'intérêt général, parce que plus on va devoir, je dirais, renforcer nos réseaux, développer des réseaux, plus ça aura un coût pour la collectivité d'une manière générale. Donc ce qu'on essaye de proposer, c'est d'intégrer le véhicule électrique dans le système électrique tel qu'il existe, ce qu'on appelle l'écosystème, sans que ça provoque de majoration sur un plan ou sur un autre. Par exemple, ce qu'on appelle la recharge normale, qui est une recharge 3 kg, on voit que dans la majorité des cas, puisque 90% des recharges se font, que ce soit sur le site résidentiel ou que ce soit sur un site de lieu de travail, 90% des recharges se feront là, on voit que les véhicules stationnent suffisamment longtemps pour qu'on n'ait pas besoin de vouloir accélérer cette recharge et donc surdimensionner les réseaux. Donc c'est ça qu'on essaye de développer. On essaye de le travailler dans un contexte de normalité, c'est-à-dire on utilise le véhicule normalement, puis dans des contextes où on va un petit peu tirer et déformer le système pour voir si notre algorithme, ce à quoi on a réfléchi, se déforme proprement et reste compatible avec cet intérêt général qu'on évoquait. Il y a d'autres travaux qui sont faits, j'imagine, un peu partout sur le même sujet ou pas? Alors, ce qu'on sait, parce qu'évidemment, on fait aussi notre petit benchmark, comme on dit, c'est qu'effectivement, un certain nombre de constructeurs ont réfléchi à la solution. La plupart du temps, ces solutions sont propres aux constructeurs et pour certaines, ne sont pas toutes, comme on dit, interopérables. Donc, l'intérêt du travail qu'on essaye de développer, c'est de faire en sorte que, une fois que ça aura été proposé, on restera bien sûr sur des grandes positions, sur des recommandations, tout le monde puisse intégrer ces recommandations et que ça constitue les prémices d'une normalisation vers laquelle on veut aller et qu'on aspire de nos voeux, de façon à ce que derrière, un véhicule allemand qui vient en France puisse se charger normalement, par exemple, ou un véhicule qui va en Espagne puisse se charger normalement. Voilà, c'est à ça qu'on travaille. D'accord. Alors, les tests ont... Oui, pardon. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Bruno, c'est vrai qu'Infini Drive s'inscrit dans les investissements d'avenir. C'est les programmes financés par l'ADEME.
et notre projet répond à l'appel à manifestation d'intérêt sur les véhicules du futur. Et c'est vrai que notre problématique est une problématique d'intérêt général et qui est un petit peu différente des autres projets qui ont pu être retenus, parce qu'on est vraiment dans de la valeur ajoutée plutôt intellectuelle. On travaille sur des solutions et les membres du consortium qui travaillent sur ce projet ont une approche tout à fait particulière du projet. Ça veut dire que demain, d'autres personnes peuvent venir rejoindre ce projet. Tous les travaux que vous allez avoir dans le projet vont être libres? Alors les travaux que nous élaborons ensemble vont faire l'objet d'un livre vert dont parlait Bruno tout à l'heure, le livre vert des infrastructures de recharge pour les flottes captives, et qui va donner justement des indications, des conseils pour opérer au mieux et mettre en place au mieux une infrastructure adaptée. Parce que tout à l'heure, on parlait aussi quel impact sur les filières industrielles, quel nouveau marché éventuel, etc. On est là dans le contexte de la mobilité durable. C'est un nouveau marché, un nouveau concept, mais c'est une vraie réalité pour de nombreuses entreprises. Et un de nos partenaires, G2 Mobility, par exemple, est un nouvel acteur qui existe dans cette nouvelle filière naissante. De même, au sein de La Poste, la filiale Greenovia que l'on a créée est une filiale qui vient répondre à ce besoin naissant initial de diagnostic de flotte. Parce qu'avant de décider d'acheter un véhicule électrique ou une flotte de véhicules électriques, ce qui est très important de faire, c'est de diagnostiquer ses besoins et de faire un peu l'état des lieux de l'existant pour voir de quoi on a besoin. Et donc, s'il y a un marché aujourd'hui, c'est aussi ce marché du conseil, ce marché de l'accompagnement pour avoir une approche la plus pragmatique et la plus juste possible du sujet. D'accord. Dernière question, on n'a pas parlé du calendrier. Les tests ont démarré, j'imagine, les travaux des chercheurs ont démarré. Quel est le calendrier? Est-ce que vous avez quelques dates? On a un calendrier qui est assez établi. On est au milieu du gué en ce moment, puisque les véhicules sont en place. Un certain nombre de données sont en train de remonter pour être stockées dans des plateformes qui nous permettront ensuite de simuler, alors dans un premier temps en phase, je dirais, non raccordée, si vous voulez, de simuler des algorithmes de recharge avec des données réelles. Dans un deuxième temps, on va mettre en place ces algorithmes de façon à tester sur les bornes qu'on a mises en place la réalité de cet algorithme et regarder exactement comment se passe ce qu'on a simulé par ailleurs. Et puis, dans un troisième temps, on va essayer de déformer ces scénarios pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on change un paramètre du système, qu'est-ce qui se passe si on augmente, par exemple, la part du véhicule électrique. Je sais que sur certains sites, on est déjà à 100% de véhicules électriques. Ce n'est pas pareil que quand il y a 5% de véhicules électriques sur un parc thermique. Et donc tout ça doit être regardé parce que ça intéresse beaucoup les entreprises, de savoir jusqu'où elles peuvent aller, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut donc que notre algorithme et nos conseils de livre vert fassent l'objet de quelque chose qui a été testé et confirmé. En termes de planning, en fait, on a remis notre dossier le 14 juin 2011 à l'ADEME. On a fait notre lancement collectif du projet InfiniDrive et c'est en brainstorming qu'on a trouvé ce nom il y a un an, en septembre 2011. Si on est au milieu du gué, ça veut dire que ça finit en 2013? Ça finit fin 2013 et dans une actualité très proche, puisque lundi prochain nous entrons dans la semaine de la mobilité, nous allons lancer notre projet dans les sites concernés, à savoir les sites de Nice, Nantes, Grenoble et Paris. Et voilà, donc une date prochaine et forte, c'est la date de ces lancements à l'occasion de la semaine de la mobilité. Et autre temps fort, ça sera la remise du livre vert qui marquera la fin de nos travaux. Et qui sera fin 2013. Alors, exactement. Écoutez, je propose qu'on se retrouve avec plaisir avec le livre vert en 2013. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous remercie d'être venu sur smartcities.tv. Merci. Merci à vous.